Il est 8h33 et vous êtes bien sur RMC et BFM TV. Bonjour Jean-Philippe Tanguy. Bonjour Apolline de Malherbe. Vous êtes le député Rassemblement National de la Somme, vous êtes le président délégué du groupe Rassemblement National à l'Assemblée nationale et vous êtes l'un de ceux qui prend le plus de poids et de lumière aujourd'hui au Rassemblement National, notamment parce que vous êtes en charge de la question des retraites. On va évidemment revenir sur ce qui se passe à l'Assemblée, ce qui se passe dans la rue, la position du Rassemblement National face à cette réforme des retraites et puis on parlera aussi prix à la pompe, inflation, et puis on parlera déserts médicaux. Quelles sont vos solutions? Mais je voudrais qu'on revienne sur ce qu'il s'est passé hier, à nouveau, en séance. Le spectacle des députés, c'était ça. Entre 2017 et 2019, c'est 33% d'accidents du travail causant la mort en plus. Donc vous ne pouvez pas arriver ici et me dire que la suppression des CHSCT n'a eu aucun effet. Ce sont 150 orphelins, veuves en plus, et vous avez la responsabilité de ces choix politiques. Vous êtes un imposteur et un assassin. Aurélien Saint-Houl, qui est député La France Insoumise des Hauts-de-Seine, qui a donc insulté le ministre du Travail, le traitant d'assassin, avant de s'excuser. Mais il y a eu évidemment un incident de séance. Est-ce que vous condamnez, vous aussi, les propos de votre collègue de La France Insoumise? Oui, bien sûr, le groupe l'a condamné. Marine Le Pen a pris la parole pour le condamner, mais comme tous les groupes, y compris d'ailleurs, il faut le dire, les groupes de la NUPES, les principaux figures de la NUPES ont tous condamné cette parole qui fait suite à une série d'incidents, d'accidents, de provocations qui, au-delà du fond et des blessures que cela peut faire aux uns et aux autres, gênent le débat et nous empêchent de parler de la vie des gens. Parce que quand on voit la mobilisation sur le terrain, en particulier dans les petites villes, les villes moyennes, en région, on se voit bien que la volonté de la population, y compris des syndicalistes, c'est qu'on parle des 64 ans, c'est qu'on parle des 43 années de cotisation, c'est qu'on parle de l'arnaque de la pension minimale de 1 200 €. C'est ça ce qu'ils veulent qu'on parle, c'est pas d'insulter les uns et les autres ou de faire des provocations du théâtre, du mauvais théâtre à l'Assemblée. Est-ce que vous estimez que la France Insoumise a une responsabilité aujourd'hui dans l'image que ça donne, comme vous dites, du débat politique? Complètement, dans l'image, mais surtout dans le fait qu'on ne parle pas de la vie des gens et qu'on ne parle pas de la réforme. C'est quoi concrètement? Vous le savez, vous en parlez tous les jours sur votre antenne. C'est travailler 2 ans de plus. Voilà, donc c'est un impact considérable sur les femmes et les hommes qui font des métiers difficiles. Et ça sera notamment, vous inquiétez pas Jean-Philippe Tanguy, on va en parler du fond et d'ailleurs de vos propositions aussi à vous pour répondre à la question des retraites. Mais si je m'arrête un instant sur ce qui s'est passé hier, sur ce qui s'était passé déjà la veille avec le député Thomas Porte qui a été condamné aussi par le règlement de l'Assemblée nationale et par la présidente de l'Assemblée nationale pour cet exposé, cette montrée sur les réseaux sociaux, le pied sur la tête, sur un ballon à l'effigie du ministre du Travail. Aurélien Saint-Houl, là, qu'on vient d'entendre, il vous avait insulté, vous aussi, vous l'avez dit d'ailleurs. Oui, il me traite régulièrement en commission des finances de fasciste. Bon, il y a aussi des incidents avec M. Saint-Houl cet été sur certaines commémorations, en particulier la rave du Veldiv. Donc ce sont des gens, si vous voulez, qu'on ne pensait groupusculaires, qui sont dans la provocation permanente, la haine permanente, l'agitation, qui cherchent en fait à considérer, comme l'a dit hier Marine Le Pen, les autres figures politiques comme des ennemis. Voilà, on n'est pas des adversaires, on n'est pas en compétition, on n'est pas dans un échange d'arguments, de propositions, de contre-propositions. On est dans l'insulte, la caricature et une volonté de blesser les uns et les autres qui est pitoyable, voilà, et qui est pas du tout à la hauteur des enjeux. Bon, et alors Monsieur Porte, c'était encore pire parce qu'ils se sont enfoncés toute la journée. Voilà. On leur a proposé de s'excuser. Qu'est-ce que ça coûte de s'excuser? Tout le monde fait des erreurs. Moi, ça peut m'arriver de faire des erreurs, c'est humain. Mais persévérer dans l'erreur, persévérer dans la provocation, c'est complètement irresponsable. Et vous l'avez dit vous-même, c'est pas, je pense, à la hauteur des enjeux. C'est ce que dit d'ailleurs Elisabeth Borne, qui s'en est plaint hier soir et qui appelle à ce que les débats puissent être à la hauteur. Vous espérez que l'article 7 puisse être débattu. Vous avez une stratégie très différentes. Absolument. La France Insoumise notamment, la NUPES plus largement, mais la France Insoumise en particulier, ont déposé, on le sait, des milliers d'amendements. Ils en ont retiré 1000 hier in extremis, ce qui va peut-être permettre que l'article 7 soit débattu. Vous, au Rassemblement national, c'est exactement l'inverse, on a déposé 200. Absolument, ça nous a été reproché au début. On nous a dit, vous ne déposez pas assez d'amendements, comme s'il y avait une compétition. Mais pourquoi on a déposé ce nombre d'amendements? C'est que on savait que le nombre de jours réservés pour débattre était limité. Et moi, on sait combien ça représente de temps de débattre un amendement. Comme ça, on a l'impression que c'est un mot qui est balancé dans le débat. Mais non, c'est au moins 5 minutes, 5 à 10 minutes
par amendement. Donc on se rend bien compte quand vous avez seulement quand on en dépasse 2 semaines, 16 000 comme l'a fait la France irresponsable. Insoumise. Ça représentait, et c'est vrai, plusieurs mois de travail. Donc nous, on a déposé des amendements concentrés sur le fond, avec un contenu politique fort, pour supprimer les 64 ans, pour limiter la hausse des cotisations à 43 ans, pour faire que la pension minimale de 1 200 € soit réelle et pas une promesse en l'air. Comment elle serait réelle avec vous? C'est qu'il faut définir un plancher, par exemple. Il faut aller vers le fait, ce qu'avait d'ailleurs, j'ai relu vos collègues de Libération. Ça n'existe pas en France, une oui, retraite effectivement, ça ne plancher. retraite pas. Donc il faut effectivement calculer les choses, anticiper les différents profils, les vies de travail, pour pouvoir arriver à ce niveau-là. Bon, ceci dit, ça n'existe pas dans la loi, mais on pourrait très bien envisager que ça existe. Parce que, par exemple, les minimums sociaux, le RSA, un certain nombre, le SMIC, sont définis à un niveau par la loi. Donc on pourrait très bien imaginer l'ASPA, le minimum vieillesse, vous savez, pour les personnes justement qui n'ont pas forcément cotisé ou qu'on peut travailler, il y a un niveau qui est fixé par la loi. Donc on aurait très bien pu imaginer une retraite minimale fixée par la loi. Vous, le plancher, ce serait 1 200 €. C'était la pas promesse. De retraite en dessous de 1 200 €. C'était la promesse qu'avait fait Marine Le Pen à 1 100 € à l'époque, indexée sur l'inflation. Donc vous savez, l'inflation, 3% l'année dernière, presque 6% cette année, ça fait 10% de plus. On arrive à 1 200 €. Voilà. Donc la promesse était faite. Mais il faut le dire, c'était une promesse qui était consensuelle dans la classe politique. Marine Le Pen l'avait promis, Emmanuel Macron l'avait promis, mon collègue Thomas Ménager hier l'ont dit aussi. C'était 1 000 € le plancher. C'était qu'il n'y ait pas de petite retraite en dessous de 1 000 €. Alors c'était lié au seuil de pauvreté. Et donc effectivement, selon les années, ça évolue. Au moment de la présidentielle, on arrivait à 1 100 €. Et avec l'inflation maintenant, on arrive à 1 200 € à peu près. Vous dites que c'est une arnaque sciemment de la part du gouvernement. Oui. Alors moi, il se trouve que j'avais une intuition, parce que je les connais, le 12 janvier, chez vos collègues de Radio France, j'avais dit, oui, sur le papier, ça a l'air séduisant. D'ailleurs, eux-mêmes l'ont appelé du sucre, pour essayer d'appâter, malheureusement, si je puis dire, nos concitoyens. J'avais dit, méfiez-vous des détails, méfiez-vous de la façon dont cela va être porté dans la loi. Et effectivement, semaine après semaine, jour après jour, il faut le dire d'ailleurs grâce au travail des journalistes, parce que comme c'est le brouhaha permanent au Parlement et qu'on n'arrive pas à débattre de sujets qu'il y a dans l'article 10, c'est les journalistes qui font leur travail, et je tiens à les remercier, un économiste aussi. Et maintenant, c'est acté, c'est reconnu par le gouvernement. Notamment, qui insiste particulièrement sur cette question. Moi, je le reconnais quand c'est les autres. Moi, je ne suis pas toujours à essayer de tout ramener à nous-mêmes. Donc là, les autres ont fait un travail sérieux. Et aujourd'hui, ces 1 200 € malheureusement n'existent pas. Et d'ailleurs, dans l'étude d'impact du gouvernement, en fait, c'est une hausse moyenne de 33 €. Je vous rappelle que quand même, M. Véran, porte-parole du gouvernement, avait dit c'est 100 € en moyenne. Et il y aura même qui toucheront plus de 100 €. Or, c'est 33 € en moyenne et c'est 100 € maximum. Donc on est quand même très loin entre la promesse et les vérités. Et ce qui est particulièrement... Ça n'a pas été évoqué aujourd'hui, mais je voulais profiter de votre émission pour le dire. Le cœur de l'accord électoral, parlementaire, entre Mme Borne et M. Ciotti, les LR, qu'ils ont fait sur le perron de Matignon. C'était quoi? C'était la pension minimum à 1 200 €. Donc là, les LR, il faut qu'ils se réveillent au Parlement. Parce que s'ils continuent à soutenir cette loi alors qu'ils se sont fait arnaquer eux-mêmes sur les 1 200 €, ils participeront à ce qu'il faut bien appeler une escroquerie politique. Vous demandez ce matin aux Républicains qui s'apprêtent à voter pour une partie d'entre eux avec le gouvernement, avec la majorité, de dire non mais vous vous êtes fait avoir sur ce point. Ils peuvent plus tolérer ça. Moi, il y a des figures politiques, mais il y a beaucoup d'élus de terrain tout à fait honorables qui, je pense, ont cru à cette promesse de bonne foi, qui sont allés à la rencontre de leurs électeurs, des gens qui ont travaillé toute leur vie, qui espéraient cette pension de 1 200 €. Vous savez, tout n'est pas tout blanc, tout n'est pas tout noir. Quand vous avez une vie de travail, même si vous n'êtes pas d'accord avec les 64 ans, avec les 43 ans de cotisation, vous pouvez vous dire, moi j'ai besoin de cette pension minimale. Donc vous pouvez adhérer partiellement à cette réforme de bonne foi sans vous rendre compte que vous êtes en train de vous faire arnaquer. Donc je dis aux élus LR, prenez vos responsabilités. Aujourd'hui, cette promesse n'est pas respectée et ça en rappelle une autre, je l'ai vu dans vos titres. Cet été, les Républicains, ils ont fait un accord avec la majorité sur le carburant à 1,50 €. Vous l'avez vu, vous, le carburant à 1,50 € dans les remontées de terrain que vous faites tous les jours? Aujourd'hui, il est à 1,87 €. Oui, mais il n'a jamais été à 1,50 €. Moi, je l'avais dit au Parlement, je m'étais fait insulter. J'ai dit, il ne sera jamais à 1,50 €. Les calculs n'étaient pas bons. Voilà. Les calculs n'étaient pas bons, ils n'ont jamais été bons. Il n'a jamais arrivé à 1,50 €. Prenons un instant pour nous y arrêter, avant de revenir aux retraites, parce que j'aimerais bien savoir ce que vous proposez, notamment sur les femmes, qui est l'autre point sur lequel vous estimez qu'il y a eu une forme d'arnaque. 1,87 €, je le disais, des profits records pour Total. Est-ce que vous estimez que Total doit immédiatement mettre en place une ristourne? Oui, mais moi, s'ils le font, tant mieux. Moi, je suis jamais pour la politique du pire. Donc, il faut une ristourne, on la prend. Mais ce n'est pas à Total ou à n'importe quelle multinationale d'accorder un avantage à la population. C'est à l'État, qui est garant de la justice sociale, garant de la justice fiscale, garant de ce que Marine Le Pen appelle un ordre économique, de prendre ses responsabilités et que ce soit pareil sur tout le territoire. Mais ça veut dire quoi? Parce que moi, par exemple, à Montdidier... Si c'est plus efficace que ça passe par Total. Mais ça l'est pas. Vous savez, beaucoup de gens font leur plein dans les hypermarchés.
Bon les hypermarchés se fournissent auprès de Total, ils n'ont pas la ristourne et ils peuvent pas la faire. Donc en plus c'est de la concurrence déloyale. Donc au final c'est n'importe quoi. Il faut appliquer le même régime à tout le monde. Je rappelle les mesures qu'on proposait, la TVA de 20 à 5,5 sur le carburant, mais aussi, ça a été peu dit, l'annulation des hausses de taxes sur les carburants que M. Macron a fait voter en 2017, en 2018, qu'avaient initié les Gilets jaunes. Et est-ce que parallèlement, vous metteriez en place une taxe sur les superprofits de Oui, tout Total? à fait. Mais on l'a encore proposé. Moi, j'avais même dit aux socialistes, vous savez, la semaine dernière, il y a eu une journée consacrée aux propositions de loi socialistes. On devait ouvrir la journée avec une taxe sur les surprofits. Moi, je l'ai soutenu, on l'a soutenu en commission des finances. On a même élargi. D'ailleurs, on a proposé que ce soit plus large ce que proposaient les socialistes, comme l'avait promis Marine Le Pen. Ils l'ont retiré le matin, comme d'ailleurs les Insoumis, je le rappelle, avaient retiré leur proposition sur le SMIC lors de leur journée. Voilà. Donc ce sont des gens qui font de la surenchère, on l'a dit au début, en permanence, qui crient, qui hurlent, mais quand c'est concret, quand il faut discuter de vraies mesures, il n'y a plus personne. Pour ceux qui nous rejoignent, vous êtes Jean-Philippe Tanguy, vous êtes député du Rassemblement national, une des nouvelles figures du Rassemblement national à l'Assemblée. Vous évoquiez à l'instant ceux qui, d'après vous, ne permettent pas un débat serein à l'Assemblée. Bernard Cazeneuve, l'ancien Premier ministre, dit qu'au fond, ce buzz que eux créent, notamment sur les bancs de la gauche, eh bien, l'extrême droite, finalement, en profite en se donnant, je cite, une image de respectabilité qu'elle ne mérite pas. Vous êtes très attentif à ça. C'est une autre forme de théâtre, non? Non, parce que vous savez, c'est très méprisant. Alors vous avez le mépris violent, verbal, bruyant des Insoumis envers la majorité, envers le RN, et vous avez le mépris de classe sous-marin, si je puis dire, de M. Cazeneuve, voilà, qui sous-entend qu'on aura un agenda caché, qu'on serait des personnalités contestables. Ils attaquent aussi les personnes, puisque on n'est soi-disant pas respectable. Mais pourquoi je ne serais pas respectable? Qu'est-ce qui est dans mon parcours n'est pas respectable? Qu'est-ce qui est dans le parcours de Marine Le Pen n'est pas respectable, ou de tous mes collègues, Thomas Ménager, Laure Lavalette, voilà. Qu'est-ce qui n'est pas respectable dans leur parcours? Pourquoi est-ce qu'on mentirait? Pourquoi est-ce qu'on se cacherait? Voilà. La réalité, vous savez, hein, vous avez de l'expérience des médias, on n'arrive jamais à cacher sa nature bien longtemps, hein, quand on est exposé, quand on est sous les projecteurs, quand on est dans le Parlement. Le Parlement, la politique, ça révèle la nature humaine comme personne. Donc ça révèle la nature de ce qu'est la LFI, et ça révèle en fait ce que c'est la nature profonde du Rassemblement national. C'est un mouvement de patriotes, de gens, d'hommes et de femmes qui aiment leur pays, qui n'ont pas du tout de sentiments xénophobes, condamnables, racistes. Voilà, tout ça c'est du cinéma. D'ailleurs, M. Jospin avait dit à l'époque au Parlement que c'était du théâtre. Il avait dit l'antifascisme. Accusé, enfin, au Parlement, pardon de vous rappeler, vous-même, vous avez aussi eu dans vos rangs une personne qui a été exclue pour des raisons également de tumulte, avec cette phrase qu'il retourne en Afrique. Enfin, on s'en souvient quand même. Mais oui, mais vous vous rendez compte, M. Fouanas a été condamné parce que sa phrase a provoqué du tumulte chez les autres. Donc on est condamné parce que les Insoumis ont menti. Je rappelle quand même. Parce que vous trouvez que sur le fond, il n'y avait aucun problème? Mais je rappelle qu'en séance, il a été accusé de racisme. Est-ce que le bureau, Madame de Malherbe, l'a condamné pour racisme? Ça existe dans le règlement? Non. Il a été condamné après un truc complètement surréaliste pour tumulte. Voilà, la phrase de M. de Fournas, Marine Le Pen l'a dit plusieurs fois, n'était pas forcément appropriée, c'était pas le meilleur goût possible, mais ça ne méritait pas cette condamnation, et ça méritait pas tout ce cinéma. Ça l'aurait mérité si ça avait été vrai, mais c'était faux. Est-ce que vous demandez la même condamnation d'ailleurs, tiens, pour le député Saint-Toul? Il a eu un rappel à l'ordre. Oui, mais comme il a eu un rappel à l'ordre. Pour l'instant, oui, moi, vous savez, ça suffit pour vous. Moi, je pense, voilà, moi, je suis pas pour jouer les Fouquetinville. Je me suis pas mettre de l'huile sur le feu. À partir du moment où on s'excuse, il faut aller de l'avant, voilà. Parce que sinon, et c'est d'ailleurs ce que vous reprochez à Thomas Porte, de ne pas s'être excusé. Absolument, c'est ce qu'on lui a reproché. Si vous voulez, il faut aussi que le Parlement ne devienne pas une censure permanente, même si ses propos sont condamnables. Vous savez, la limite, fut un temps, la présidente avait dit, je préfère l'excès de liberté à l'excès de censure. Je pense qu'il faut s'y astreindre. Ça n'empêche pas de se comporter bien, ça n'empêche pas de faire de l'autodiscipline, mais faisons attention aussi à pas multiplier les sanctions disciplinaires. Jean-Philippe Tanguy, vous, sur les retraites et sur la question des femmes, votre réponse c'est la natalité. Est-ce que c'est très judicieux? Entre autres, il y a d'autres réponses, mais la natalité en fait partie, parce que le modèle français sur la répartition était fondé sur une politique familiale, une politique qu'on dit nataliste. Mais c'est pas une politique qui astreint les femmes à une vie de famille, c'est au contraire une politique qui donne la liberté des femmes et des hommes d'ailleurs qui le souhaitent, à avoir une vie de famille, à pouvoir conjuguer justement vie professionnelle, vie familiale, avoir un certain universalité dans les allocations familiales. C'était ça le modèle français. Et d'ailleurs, souvent on dit, vous savez, il y a des critiques comme quoi, pour faire des enfants, soi-disant, il faudra avoir une politique réactionnaire. Mais c'est pas du tout la réalité. Quand on voit les pays qui font plus d'enfants en Occident, les États-Unis, le Royaume-Uni, pendant longtemps la France, mais on est quand même encore devant les autres, c'est plutôt les libertés données aux femmes, les garanties données aux familles de pouvoir exercer librement. Ça marcherait comment, vous, concrètement, du coup?
coup Plusieurs choses. Déjà, on rétablirait l'universalité des allocations familiales. Ensuite, on avait proposé des prêts pour aider les familles à partir de 2 et 3 enfants, prêts qui seraient transformés en dons à partir de 3 enfants pour faire les achats. Vous savez que quand on passe un certain cap dans une famille, vous savez qu'il y a un certain nombre d'achats contraints, une nouvelle voiture, un logement, qui demandent d'aider les familles. C'est tout simplement en fait d'assurer la liberté, parce que la liberté, ça va dans les deux sens. La liberté, c'est quoi? C'est la liberté d'avoir autant d'enfants qu'on souhaite. Toutes les études montrent que en France et ailleurs, les familles, et les femmes en particulier, souhaiteraient avoir en moyenne un enfant de plus, mais que le font pas, non parce qu'elles n'ont pas envie d'avoir un enfant, mais parce que les conditions matérielles, les conditions d'existence, la charge mentale que cela représente, la possibilité de se faire aider, n'est pas possible pour notamment les classes moyennes. Qui est aussi l'une, c'est très important, bien sûr, aussi sur le niveau des pensions des femmes, serait pour vous une priorité. Et comment vous feriez ça? Mais c'est une priorité, mais je pense qu'il faut continuer la politique qui est faite de pression, de name and shame, de continuer cette politique-là. Je pense que c'est quelque chose qui viendra du fond de la société. Je ne pense pas que ça vienne par des sanctions. Pas par les sanctions. Mais si on identifie des comportements, oui, il faut les sanctionner. Mais je ne pense pas qu'il faille croire que la technocratie, que la bureaucratie peut résoudre ça. Je pense que vraiment c'est un mouvement de fond. C'est aussi, Madame de Malherbe, donner confiance aux femmes pour qu'elles revendiquent. Vous savez, la libération, l'acquisition des droits, ça vient des personnes, ça vient de la société, ça vient rarement du haut de la société. Sur les femmes comme sur les seniors, pareil, pas de sanctions pour les entreprises qui n'emploieraient pas suffisamment de seniors. Il y a deux choses différentes. Il faut sanctionner quand il y a des comportements discriminatoires qui sont facilement identifiables, j'ai envie de dire, que l'on peut voir de l'extérieur, qui sont objectivables. Mais on ne peut pas croire que l'État ne peut pas surveiller tout. Et ça, si vous voulez, moi, c'est aussi peut-être ma génération. J'entends depuis des années des gens qui viennent sur les plateaux et qui disent on va faire ci, on va faire ça, et rien ne change parce que la sanction par le haut ne suffit pas. Ce qu'il faut, c'est mobiliser la société aussi par le bas. Et vous dites, donnez confiance aux personnes, donnez confiance aux femmes, donnez confiance aux seniors, donnez confiance aux personnes qui atteintes d'un handicap pour qu'elles aient confiance en elles et qu'elles revendiquent aussi elles-mêmes leurs droits et que la société leur accorde le droit qu'elles méritent. Voilà. Mais il ne faut pas croire, vous savez, dans une démocratie, les forces vitales, ça vient des citoyens aussi. Jean-Philippe Tanguy, vous avez évoqué tout à l'heure le fait que ce qui se passait à l'Assemblée allait à l'encontre du fait qu'il y ait cette volonté dans la population qui se voit à travers les manifestations, et notamment dans les villes moyennes ou les petites villes. Vous profitez un peu de la situation de ces manifestations, parce qu'en fait, vous n'y êtes pour rien, vous n'appelez pas à manifester, vous n'allez pas dans les manifestations, et en même temps, vous êtes heureux de pouvoir dire que la France se mobilise. Mais pourquoi je serais pas heureux? Il y a un petit côté un peu coucou, quoi, comme l'oiseau qui va récupérer dans le nid des autres. On ne peut pas nous reprocher tout et son contraire. Nous, on aurait une position ambiguë, évolutive. On a toujours eu cette position sur les mouvements sociaux, sur les syndicats. On ne s'est jamais mêlé de la mobilisation syndicale. Vous dites qu'on n'a pas appelé à manifester. Bon, c'est un peu dur parce que moi, par exemple, dans la Somme, j'ai dit aux gens qui voulaient aller défendre leurs droits qu'ils y aillent. Mon suppléant, Philippe Thévenot, a été président d'un syndicat d'employés pendant des années. Donc on n'est pas coupé du mouvement social. C'est juste qu'on ne veut pas qu'il y ait de confusion. D'ailleurs, vous le voyez bien, dès que les hommes politiques s'en mêlent, dès que les insoumis se mêlent du mouvement social, ça fait des bisbilles, ça fait des ennuis, ça fait récup. Voilà. Donc laissons les deux vivre, et ça se passe très bien comme ça. Et moi, je me félicite déjà que ça se passe bien et qu'il n'y ait pas de violence. Parce que aussi, comme la bonne nouvelle, et je sais que vous le dites régulièrement sur votre antenne, c'est qu'enfin, on peut aller manifester sans qu'il y ait des violences, sans qu'il y ait des gens qui viennent tout casser, sans que ça fasse peur. Donc chapeau aux syndicats et chapeau aux forces de l'ordre. Absolument, moi je salue, et je veux dire, je même salue M. Nunes, voilà, qui est un adversaire politique, qui est le préfet de Paris, et qui est devenu préfet de Paris. Bah, de toute évidence, il fait du bon travail. Donc moi je me félicite quand ça se passe bien. Je suis pas, une fois de plus, on sera jamais pour la politique du pire. Un dernier mot sur les médecins, Jean-Philippe Tanguy. Le 19 janvier dernier, une proposition de loi est passée devant l'Assemblée nationale depuis la députée Stéphanie Rist. Elle était elle-même médecin. Elle propose d'élargir les actes possibles par les pharmaciens, par les infirmiers. Vous étiez où? Vous n'étiez pas dans l'hémicycle? Vous n'avez pas voté? Moi, non, mais je ne peux pas être partout parce que je suis aussi président d'une commission d'enquête, d'une mission d'information sur la valorisation de l'épargne populaire. Mais le à la commission d'enquête s'est abstenu. Vous pensez quoi, vous, de ça? Quand on propose un truc sur le désert médical, vous n'êtes pas là. Alors, ni pour ni contre. Mais parce que, si vous voulez, l'élargissement des gestes médicaux ne peut pas non plus remplacer les médecins sur tous les gestes. Voilà. C'est-à-dire que, bien sûr, sur le papier, on est pour dire oui, on peut donner plus de possibilités aux pharmaciens. Est-ce que c'est pas un peu comme avec les retraites, vous regardez passer les balles? Vous ne votez ni pour ni contre, là? Non, non, je pense que d'une manière générale, on peut quand même pas dire qu'on n'a pas d'opinion sur les sujets. On nous reproche plutôt souvent l'inverse, d'avoir des positions très affirmées sur la question des médecins. Si vous voulez, on ne peut pas être toujours dans la gestion de la pénurie. Le problème, c'est qu'il n'y a pas assez de soignants formés. Donc, non, mais on est bien d'accord, mais en attendant.
Oui, mais en attendant, On vous pouvez pas faire sera... une médecine. On peut pas faire une médecine à deux vitesses. Pourquoi est-ce qu'il y a des personnes sur certains territoires qui n'auraient plus accès à la médecine et il y aurait une solution de remplacement, et des personnes qui sont plus fortunées, plus privilégiées, qui auraient toujours accès à une médecine de premier ordre? Là, c'est pas ça, en l'occurrence, pouvoir. Si, c'est une logique générale. Reformuler les ordonnances par les pharmaciens, pouvoir faire certains actes par les pharmaciens, par les infirmiers. Mais le problème d'une loi aussi, Madame de Malherbe, c'est que vous savez bien, vous le votez une totalité, c'est-à-dire vous pouvez être d'accord avec certaines mesures et en désaccord avec d'autres. Et par exemple, vous savez très bien qu'il n'y a pas de réponse qui a été apportée notamment aux demandes des médecins d'être mieux rémunérés, mieux reconnus, de les aider dans leurs conditions de travail, parce que c'est pas seulement les méchants médecins qui veulent pas travailler, c'est aussi qu'aujourd'hui, notamment la bureaucratie médicale leur prend un temps fou, que c'est très compliqué. Donc il y a d'autres solutions, voilà. Mais parfois l'abstention, c'est vrai que de l'extérieur je comprends, on peut pas comprendre, mais c'est que un texte c'est un tout. Et quand vous êtes opposé à certaines mesures et que vous en voulez néanmoins d'autres, vous êtes obligé de vous abstenir. Mais je vous garantis que quand on arrivera au pouvoir, on ne s'abstiendra pas sur combattre les déserts médicaux. Mais vous aurez l'occasion d'ici là, puisque cette proposition de loi, elle va repasser par l'Assemblée nationale après être examinée aujourd'hui par le Sénat. Jean-Philippe Tanguy, merci d'avoir répondu à mes questions ce matin. Vous qui êtes député Rassemblement national de la Somme, il est 8h53 sur RMC BFM TV.